Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En France, les gens sont fatigués, oui, fatigués de croire et las d'espérer. Un bon remède à tout cela, évidemment que je l'ai, le bon remède, et je vais vous le donner tout de suite, ouais. Démocratie, matin, midi et soir, et sans interruption de traitement, ce qui veut dire à vie, évidemment. Et nous sommes là pour ouvrir le chemin, El Camino en espagnol, mais ça je le sais parce que c'est le nom d'une voiture. Bon début de semaine en notre compagnie, La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, Bruno, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur de nous suivre. Bonsoir, merci, bienvenue. Bonsoir à chacun. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, je viens ouvrir le bal avec l'actualité, comme d'habitude. Alors, il y a une bonne nouvelle auprès du Sénat américain qui a nettement précisé que l'Organisation mondiale de la santé ne pourrait prendre aucune décision concernant la déclaration de pandémie, d'une éventuelle pandémie, sans l'accord du Sénat américain, en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée de passer en force sans consulter le Sénat, il faut même pas qu'il y pense, quoi. Donc ça veut dire aussi que le Sénat n'est pas forcément d'accord avec l'idée de rendre son pouvoir à monsieur, enfin, je sais plus son nom, hein, le patron de l'OMS, à rendre son pouvoir sans combattre, c'est-à-dire sans donner son opinion, lui, en tant que Sénat, vis-à-vis de quelque chose qu'on, par avance, on devine négatif, c'est-à-dire que le Sénat n'est pas favorable du tout à la supranationalité des décisions, que ce soit en matière de santé ou autre chose d'ailleurs, j'imagine, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce positionnement du Sénat. Et puis pour rester sur la côte, sur l'Ouest, aux États-Unis d'Amérique, eh bien évidemment que certains vont être réjouis, d'autres vont être déçus. Mais Monsieur Donald Trump va bien suite à son attentat. Et qu'il est rentré chez lui et que tout va bien. Donc il y a eu un attentat, disons qu'il y a une personne qui a été attrapée sur le green de golf où jouait Monsieur Trump. Mais la sécurité a réussi à le déjouer avant qu'il ne tire, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que des versions sont un peu différentes. Il y en a qui disent qu'on a retrouvé des coups de feu, enfin qu'on a retrouvé des douilles. Il y a eu des coups de feu. Un tir longue distance, mais pas si longue distance que ça. Comment a-t-il fait ce monsieur pour rentrer sur le terrain de golf? Est-ce qu'il a été piégé? Etc. Toujours est-il qu'il semblerait qu'il a été attrapé. Et que donc, on va sûrement en savoir un petit peu plus loin, non pas sur ses motivations, mais sur ses commanditaires, probablement. Voilà ce que je voulais dire en guise le patron de l'OMS, si je me trompe, Philippe, le big boss, c'est Bill Gates. Enfin oui, c'est c'est le plus grand donateur, le plus grand philanthrope, voilà, le plus grand donateur auprès de l'OMS. Mais le nom du président, c'est un certain Tedros quelque chose, j'oublie son nom. Voilà. Donc je passe là. Qui d'ailleurs est un ancien terroriste, je crois, éthiopien. Exactement, éthiopien, oui, tout à fait. Dont le passé n'est pas très recommandable. Ce qui n'est pas très recommandable non plus, c'est de la continuation complètement débile du système de retraite par répartition en France, alors qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de personnes âgées, parce qu'on vit de plus en plus vieux et en bonne santé. Et donc, il y a un article qui est paru dans l'IREF qui montre les engagements de l'État pour la génération qui vient, qui représente pratiquement 13 000 milliards, c'est-à-dire encore 4 fois plus que la dette officielle de l'État, parce que c'est la dette de l'État vis-à-vis des gens qui ont cotisé pour leur retraite, pour les 25 ans à venir. Et donc, on se demande comment l'État va faire pour pouvoir payer ses retraites, alors qu'il y avait une solution toute faite, mais qui, évidemment, va faire hurler tous les gens d'extrême gauche, c'est une retraite par capitalisation. Sauf qu'au Conseil national de transition français Canal historique, on veut faire une retraite par capitalisation, mais avec un fonds de retraite français pour favoriser les entreprises françaises et pas des fonds de pension américains qui viennent comme BlackRock et autres. BlackRock n'est pas un fonds de pension, mais c'est un peu l'équivalent, qui viennent essayer de mettre main basse sur les économies de notre peuple. Alors que notre peuple peut parfaitement se débrouiller tout seul et financer tout seul l'investissement dans ces entreprises qui permettrait de se constituer des retraites beaucoup plus solides avec des montants beaucoup plus élevés
que le vieux système par répartition hérité de l'URSS. Hein, je vous rappelle toujours que dans URSAF, il y a URSS. C'est pas un hasard du tout. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 1945 au niveau du Conseil national de la résistance, où il y avait évidemment des communistes. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, Philippe. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Jean-Pierre, lui dire que les fonds de pension américains, qui sont l'équivalent de nos retraites, hein, sont très riches, évidemment. C'est eux qui ont la plus grosse masse d'argent, mais c'est aussi chez eux qu'on va chercher l'argent. Et aussi, eux viennent chercher l'argent chez nous, comme tu l'évoquais. Et quand ils achètent une petite PME française qui paye pas de mine et qui vaut 1000, ce qu'ils veulent, c'est la revendre 3 ans après et qu'elle vale 1300. Et pour qu'elle vale 1300, il faut dégraisser du personnel parce que les charges sociales, c'est ce qui pèse le plus lourd dans les entreprises françaises. Et dans d'autres aussi d'ailleurs, mais peu importe. Mais donc, c'est toujours au détriment, cette augmentation de la valeur d'une entreprise se fait toujours systématiquement au détriment de l'emploi. Et les fonds de pension nettoient jusqu'à l'os, c'est-à-dire réduisent à 15 personnes quand il y en avait 30 auparavant dans une même entreprise, de façon à ce que tout le reste soit automatisé, etc. Et c'est avec ça qu'ils font grimper la valeur de ce qu'ils ont acheté 5 ou 6 ans plus tôt. Voilà. Donc, c'est pas toujours très marrant. Et c'est assez destructeur. Ouais. Alors que si les Français géraient eux-mêmes le patrimoine de leurs entreprises au niveau de leur retraite, eh bien, l'intérêt serait pas du tout le même. L'intérêt, ce serait au contraire de permettre aux entreprises de se développer et de rester en France et de créer de la richesse dans notre pays et des emplois. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir permettre. Ce serait un cercle vertueux au lieu d'être un cercle vicieux. Il va falloir mettre un peu de protectionnisme pour que, effectivement, les investissements soient priorisés par les entreprises françaises et les fonds de pension français quand on aura effectivement des fonds de pension à la française, si je puis dire. Voilà. Il faudrait interdire l'investissement étranger. Absolument. Merci. Je passe la parole à Jean-Pierre. Oui, alors, j'ai pas entendu le sujet du jour, mais je vais quand même apporter une précision par rapport à notre optique que si des pays cherchent à introduire un Conseil national de transition de leur pays, les fonds de pension préparés pour la retraite localement, en attendant que les peuples du monde s'harmonisent et décident de vivre une harmonie ensemble. Donc, dans l'attente de ça, les fonds de pension préparés localement, alors français pour la France, américains pour les Américains, etc., etc. Ça me paraît une porte ouverte sur l'infini, justement, sur le reste du monde. Merci de m'avoir entendu et je vous écoute. Merci Jean-Pierre. On va aller prendre l'air un petit peu, ça va nous faire du bien. Oui, c'est l'actualité en images que nous allons regarder et c'est un micro-trottoir. À tout de suite. Avant, les gens ils travaillaient parce qu'ils aimaient leur travail. Maintenant, ils se foutent de ça. Ils bossent pour gagner de l'argent, peu importe, et à tout prix, quoi. On est dans cette société qu'ils ont développée, le capitalisme, là. Ouais, bon, c'est le centre de gravité, l'argent. Et en fait, avant, dans le travail, déjà, les années 2000, déjà, il y a eu aussi un avant et un après. Et donc, du coup, avant, dans le travail, moi, quand j'étais jeune, il y avait des relations humaines. Maintenant, on n'a plus affaire qu'à des machines. La relation humaine dans le travail, il faut oublier, quoi. C'est machine, chiffres, tableau Excel. De toute manière, c'est ça. L'humain, en fait, avant, le travail, il servait à l'humain. Maintenant, l'humain sert le travail, quoi. L'humain sert l'argent, quoi. C'est ça, c'est devenu au service de l'argent. Plutôt qu'on travaille pour avoir de l'argent et se mettre bien, en fait, non. Voilà, il y a eu un inversement des choses, et puis maintenant, c'est l'argent qui décide tout. Et puis, en fait, et en plus, les machines, quoi. En fait, on est au service des machines. On n'est plus que le prolongement des machines, quoi. Tous les gens, le matin, ils prennent la machine et ils regardent, et c'est la machine qui leur dit ce qu'il faut faire. La machine, elle leur dit fais ça, va là. On va aller quelque part avant, regarder les étoiles pour se guider. Maintenant, GPS. Travail pour vivre, alors pourquoi es-tu au travail ? Ah bah absolument. Exactement. Alors là, Sylvain, je pense que tu as fait exactement la transition vers le sujet de ce soir. Parce que il y a vraiment des mots qui sont déformés, comme le mot travail. Le mot travail, ça voulait dire torture dans le passé. Et on a gardé ce mot-là, alors que le mot travail devrait être remplacé par le mot activité ou le mot œuvre. C'est-à-dire on œuvre et on agit pour quelque chose de positif et pas pour quelque chose qui nous
qui nous enchaîne. Le mot argent, c'est pareil. L'argent, au départ, ça vient d'un métal, mais l'argent, le mot argent, la monnaie, c'est quelque chose qui, normalement, est un carburant, comme une essence qu'on met dans un moteur. Il n'est pas bon ni mauvais, c'est la manière dont on l'utilise. C'est juste un moyen. Et les gens vivent des fois pour courir après ce moyen, et puis une fois qu'ils ont cet argent, ils ne savent plus quoi en faire, ou alors ils le gaspillent. Il suffit de voir les gens qui gagnent au loto, il y en a un certain nombre qui reperdent tout vite. Donc là aussi, on a encore un mot qui est déformé. Et puis le mot retraite. Le mot retraite, c'est un mot négatif. Ça veut dire se retirer dans un coin, etc. Alors qu'en Espagne, par exemple, le mot retraite n'existe pas. On parle de jubilation. C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà ce que je voulais dire comme réaction par rapport à ce que je viens d'entendre. La démonstration que vient de nous faire Bruno, eh bien, colle tout à fait avec notre titre de ce soir. Effectivement, ce sont les mots qui sont mal placés. Bah oui, de ces mots, vous savez, du nouvel ordre mondial qui deviennent relativement durs à comprendre dans des phrases alambiquées. Oui, alors même le nouvel ordre mondial aujourd'hui, duquel parlons-nous? Dès qu'une phrase ou qu'un mot a un petit peu de succès, il est repris par la partie adverse qui le noie à sa façon à lui ou à elle, de façon à ce qu'on soit perdu, tout simplement que les gens ne sachent plus de quel nouvel ordre mondial on parle. Si c'est le positif, le négatif, celui de gauche, celui de droite, celui du milieu, celui d'en haut, celui d'en bas. Voilà, ça c'est un exemple effectivement, le nouvel ordre mondial. Et puis il y a effectivement des phrases complètes qui sont qu'on trouve sur Internet lorsqu'on fait des recherches, et on trouve des expressions, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire là? Est-ce que c'est une erreur de traduction? Est-ce que c'est une erreur de compréhension? Où est le sujet? Où est le verbe? Alors déjà, rien que d'un point de vue grammatical, c'est un petit peu compliqué, sur des sujets par exemple simples, pourtant assez simples, mais on se retrouve avec des phrases alambiquées, on se demande même pourquoi elles sont si alambiquées. Alors je vais vous donner un exemple qui m'est tombé sous les yeux ce matin, donc. Je vais vous lire la phrase. Dans un premier temps, je pense que vous ferez comme moi, vous n'y comprendrez pas grand-chose, et après on la décortiquera, si vous voulez bien. On va pas y passer l'heure, mais on va passer 5 minutes. Alors voici la phrase. Les élites complotistes du nouvel ordre mondial nazi veulent utiliser l'intelligence artificielle pour déprogrammer les soi-disant théoriciens du complot afin d'effacer leurs crimes. Ceux qui ont compris, lèvent le doigt. Voilà, on est d'accord. Alors, ça gêne pas si on lève pas. Alors, on a le droit de garder le silence. Je voudrais déjà faire une remarque, c'est que cette notion de nouvel ordre mondial, c'est un piège. Parce qu'on est dans un vieil ordre mondial qui a été en fait créé depuis 200 ans, qui était un complot, qui a été mis en place depuis 200 ans, et ils veulent croire que c'est nouveau. Alors qu'en fait, il est en train de s'effondrer, et que pour moi, c'est un ancien ordre mondial qui va bientôt cesser d'exister. tu as déjà prononcé un mot qui est le mot complot. C'est bien, parce que quand il y a des complots, ça veut dire qu'il y a des... Comploteurs. Bingo. Comploteurs et Alors là, vraiment bien, là, vraiment bien. Alors c'est pour ça, parce que dans la phrase, à mon avis, ils ont interverti 2 termes. Les élites comploteuses du nouvel ordre mondial nazi. Oui, ils font des complots, ce sont des comploteurs, et les élites, c'est des comploteuses. Voilà. Et non pas des complotistes, comme c'est marqué dans l'original de la phrase. Les complotistes, ce sont des gens qui sont, comme nous, désignés pas par nous, mais par la partie adverse, d'un gros mot qui s'appelle complotiste. Et c'est de ça qu'ils s'attribuent eux-mêmes ce titre-là. C'est quoi cette affaire? Les élites complotistes du nouvel ordre mondial nazi veulent utiliser l'intelligence artificielle pour reprogrammer les soi-disant théoriciens. Alors là, c'est encore extraordinaire. Parce que les théoriciens du complot, ce sont des gens qui sont désignés comme tels par leurs adversaires et qui sont sûrement pas soi-disant les théoriciens du complot. Parce que quand on est soi-disant quelque chose, c'est qu'on se dit nous-mêmes ce quelque chose. Alors, je connais aucun chercheur de vérité, parce que ça, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler. Je ne connais aucun chercheur de vérité qui aimerait qu'on se faire appeler soi-disant complotiste. Donc, il n'est pas soi-disant complotiste. C'est eux, les comploteurs, qui nous désignent comme complotistes et théoriciens du complot. Alors, non, nous, on n'est pas soi-disant théoriciens du complot. On est contre cette théorie-là, justement. Et pourtant, c'est comme ça qu'on est désigné. Alors, voilà, tout ça, c'est la difficulté à comprendre. Soi-disant du complot afin d'effacer leurs crimes. Alors, les crimes de qui? Des comploteurs, des complotistes. Là, ça devient compliqué grammaticalement, quoi. Donc voilà. Donc quand on a affaire à ce genre de phrase qui dit une chose, son contraire avec des mots inversés, il faut pas s'étonner que dans l'esprit des gens, eh bien à un moment donné, un comploteur, ça devient un complotiste et qui fait des complots. Et voilà. Oui, Bruno.
Oui, alors je vais prolonger ce que tu dis en citant des exemples avec 5 mots. 5 mots qu'on utilise et qu'on entend tout le temps et qui sont complètement déformés de leur vrai sens. Par exemple, je prends en premier le mot pédophile. Pédophile, en grec, Yotan ne nous contredirait pas, ça veut dire, pédo c'est enfant, phile ça veut dire aimer. Donc un pédophile, ce serait quelqu'un qui aime les enfants. Alors qu'en fait, quand on traite quelqu'un de pédophile, quand on parle de pédophile, c'est au contraire un pédocriminel. Donc on doit utiliser le mot pédocriminel et pas le mot pédophile. Et ça, je pense que là aussi, c'est un piège envoyé par l'oligarchie qui, elle, est pour la pédocriminalité, même si elle ne le dit pas. Deuxième mot, le mot populisme. Alors, c'est considéré comme un gros mot par une certaine gauche ou même extrême gauche et même certains centristes au niveau politique, alors que le populisme, c'est justement s'occuper du peuple et travailler pour le peuple et penser au peuple. Mais c'est un mot qui a été déformé et qui a été considéré, je dirais même comme un mot méprisant par cette oligarchie. Troisième mot, le mot libéral. On parle du libéralisme. Faut pas oublier que dans la devise de la France, il y a liberté. Donc, le libéralisme, c'est tout simplement de permettre aux gens d'être libres et de pouvoir créer leurs entreprises, de pouvoir faire les choses simplement sans être écrasés par une administration. Mais le mot libéral est considéré comme un mot négatif par un certain nombre de politiciens de différents bords qui considèrent que c'est pas bon d'être libéral, que c'est l'État qui doit dominer. Donc, encore un mot déformé. Le mot progressisme aussi. Le mot progressisme, on a souvent entendu dire les macronistes et d'autres qui sont progressistes. Or, quand on voit ce que c'est que le soi-disant progressisme, le wokisme et puis un certain nombre d'actions et de pensées qui vont, je dirais, à l'encontre de la civilisation. Et donc là, on n'est pas dans le progressisme, on est plutôt dans le retour en arrière. Et je dirais même le retour à une vie telle qu'elle pouvait exister il y a 10 000 ans, où il n'y avait aucune contrainte en ce qui concerne le sérieux de la vie en société. Et puis, pour finir, le mot démocratie. Et ça, c'est le mot le plus important. Parce que démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple. Donc, quand on regarde toutes les soi-disant démocraties qui existent dans le monde, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup, je dirais même qu'il n'y en a aucune, où c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est toujours une oligarchie. Donc là aussi, le mot démocratie a été complètement vidé de son sens et déformé par rapport à ce qu'il a existé vraiment il y a 2500 ans à Athènes. Voilà ce que je voulais rajouter, Philippe. Merci, oui, c'est parfaitement pertinent. Je sais pas, Jean-Pierre, tu veux intervenir? Oui, je veux bien. Je vais rajouter un mot. L'alcoolisme, c'est la religion qui fait passer l'alcool en premier. Alors, il y a des gens qui ont un bar chez eux. Moi, j'ai un bar à dictionnaire, une carafe et une thermos. Bon, voilà. Je passe la parole à qui la veut. Alors, je voudrais revenir sur le sens des mots. Alors, effectivement, il y a un sens des mots glissant. C'est évident. Dans la phrase que je vous ai lue tout à l'heure, c'est glissant. Il faut comprendre quoi, en fait, hein. On va essayer quand même de la comprendre. Les élites, alors non pas complotistes, mais nazis, on va les appeler comme ça, hein, veulent utiliser l'intelligence artificielle pour déprogrammer ou reprogrammer, ce qui est la même chose, les soi-disant théoriciens du complot. Alors, les théoriciens du complot, c'est vous et moi, hein, parce qu'on a le mauvais goût de pas être d'accord avec les gens qui pensent autrement, comme dirait l'autre. Ils veulent donc nous déprogrammer. Je savais pas que j'étais programmé, mais ils veulent nous déprogrammer. Donc, c'est pour nous reprogrammer autrement, j'imagine, hein. Bon, voilà. Donc, on voit ça dans les titres, dans un titre sur un site que je ne citerai pas, justement, pour éviter de lui faire du tort, parce que d'habitude, on y dit des choses quelquefois intéressantes, et là, ils se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis avec la traduction anglaise de certains termes. Parce qu'effectivement, vient par-dessus tout ça la notion de traduction, qui peut infléchir le sens d'un mot dans un sens ou dans l'autre, qui n'a pas le même sens en français qu'en anglais, etc., etc. Donc, soyons très prudents par rapport à ces textes que nous ne comprenons pas, dont nous ne comprenons pas le libellé. Soyons prudents, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les croire ou pas les lire. Il faut simplement essayer de les croiser avec d'autres pour essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire. Et puis il y a un dernier élément qui est de l'auteur de ces textes, de ces phrases, de ces mots, c'est celui de la censure.
C'est-à-dire que pour éviter la censure, certaines personnes remplacent un mot par un autre, mettent une évidence dans le sens inverse, de façon à ce qu'on puisse pas un jour ou l'autre les accuser de je ne sais quelle violence verbale ou de dire des choses fausses ou que sais-je encore. Et voilà. Et donc, on se retrouve souvent dans la complexité de textes qui sont difficiles à comprendre, y compris dans des textes scientifiques, dans des textes médicaux. Alors, soi-disant, les gens du médical se comprennent entre eux. Moi, je veux bien. Et quand je relis certains textes, j'ai pas des problèmes avec la science, j'ai des problèmes avec la grammaire. Hein. Et pour moi, la grammaire, c'est la même aussi pour les médecins. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Donc, et on comprend pas très bien tout ce que veulent dire ces charabia, car c'en est un. Eh bien, c'est destiné à l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il y a que ceux qui ont les codes qui comprennent. Si vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas aucune chance de comprendre. Donc, quand on est dans une civilisation où la communication elle-même est destinée à des gens, the happy few, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'élite, justement, hein, l'élite des gens qui sont capables de comprendre ce qu'ils lisent, par rapport à la masse des autres qui ne comprennent rien du tout. Voilà. Et donc, évidemment, qu'ils ne comprennent rien. Il y a aussi une habitude, je dirais, assez hypocrite et donc et assez, je dirais, déplacée de vouloir absolument utiliser des mots pour ne pas choquer. Par exemple, on ne parle plus de nains, on parle de personnes de petite taille. On ne parle plus d'aveugles, on parle de personnes qui sont malvoyants. On ne parle plus de sourds, on parle de malentendants. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Pour moi, je pense que, je ne sais pas, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, pour nous, on appelle un chat un chat. Alors, on peut prolonger le débat sur la qualité du français. C'est-à-dire, quelquefois, on peut légitimement aller chercher un mot à l'étranger s'il n'existe pas l'équivalent en français. Mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Le mot jingle, c'est un mot que tous les jeunes et les moins jeunes connaissent aujourd'hui, qui est un mot d'origine anglaise, qui signifie un petit jeu musical pour introduire quelque chose d'autre, etc. N'est-ce pas? Tu me détrompes, Sylvain, si je dis des bêtises. Absolument, c'est absolument ça, un petit ta-ta-ta. Exactement. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un mot français qui pour dire jingle. Est-ce que vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Eh bien, c'est un mot qui a été inventé par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, dans les années 70, et qui est le mot sonal, S-O-N-A-L. Ah oui, mais c'est comme pour les clips, on disait les scopitones avant. Alors, les scopitones, c'était pas mieux, hein, c'était un mot d'anglais, mais bon, sonal, ça a le mérite d'être un mot créé par des ingénieurs, il y a du sang, et puis c'est sonal, ça fait joli. Moi, je trouve que c'est pas mal. Des fois, les ingénieurs et les académiciens trouvent des mots sympathiques, mais ils sont pas récupérés, c'est quand même bizarre. Donc, nous, les Français, on a beau faire des efforts pour inventer des mots comme on a inventé l'informatique par rapport au mot, le mot informatique, par rapport au mot computing, alors qui veut dire en anglais calculer, alors que nous considérons, nous Français, qu'on est plus dans le classement que dans le calcul. Et les Espagnols respectent beaucoup plus leur langue que les Français. Par exemple, en France, on parle on parle de sport, on parle de basket. Alors que en Espagne, on dit ballon mano, ça veut dire ballon main. Donc ils ont ils ont changé le mot anglais en un mot espagnol. Et ils disent comment le handball? Ballon main. Ballon main aussi, non, c'est tout ballon main, d'accord. Bon, je plaisante. Oui, effectivement. Donc il y a la volonté dans un cas de créer des mots à partir de sa langue. Les Canadiens francophones font ça très bien également. Hein. Ils inventent des mots où par exemple, la voiture, c'est le char. Bon, c'est comme ça. Mais il y a aussi d'autres mots qui sont totalement inventés. Je crois dans les panneaux de signalisation routier, il n'est pas marqué stop, qui est un mot anglais, mais il est marqué arrêt en canadien. Voilà. Donc chacun effectivement utilise sa langue à sa façon, se développe avec une langue à sa façon aussi, etc. Mais il faut surtout pas que nous perdions du sens. Comme par exemple quand nous disons, il faut bouter les Anglais hors de France. Ça, c'était sous Jeanne d'Arc, vous vous en souvenez. Le mot bouter venait du mot botter et mettre un coup de pied, tout simplement. Hein, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu, il faut booster. Alors, on met des boosters sur les fusées, alors qu'on devrait mettre des booters sur les fusées. Hein, voilà. Donc, on a perdu quelque chose avec le temps. Voilà ce qu'on peut dire et sur les mots qui glissent, et le glissement des mots. Et oui, et donc la censure, on en a parlé tout à l'heure. La censure et l'emploi d'autres mots étrangers et la création de mots dans notre propre langue. C'est ça que je voulais mettre en avant. C'était le fait qu'on peut créer des mots
Il y a une académie française qui existe, qui a un grand mérite, c'est qu'elle existe depuis 1632, si je me dis pas de bêtises. En tout cas, elle a été créée à l'initiative de Richelieu et de Louis XIII. Et ça permet quoi? Ça permet de comprendre les textes de cette époque, 1630, encore aujourd'hui. Voilà ce que ça permet. Je mets au défi de trouver un Anglais qui comprend quelque chose à des phrases du théâtre shakespearien de la même époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'équivalent de la régularisation de la langue. En Angleterre, c'est la langue, elle vivait, donc elle progressait au fur et à mesure, ce qui fait que 2 siècles après, on comprend plus grand-chose de ce qui s'est passé. On n'est plus capable de lire ce qui s'est écrit il y a 2 siècles avant. Et là, on a vécu la même chose en France au XVIIe siècle, et c'est Richelieu qui a eu l'idée de dire il faut arrêter ce processus de dégradation au fur et à mesure que la langue avance, parce qu'on ne saura plus lire nos ancêtres dans 100 ans. Et il avait totalement raison. Et il a créé l'Académie française, pas juste pour faire joli, mais pour s'assurer que dans le futur, on serait capable de lire ce qu'ils étaient en train de fabriquer au XVIIe siècle. Voilà, ça c'est une intelligence civilisationnelle. Voilà, ça permet d'avancer. Voilà ce que je pouvais dire aussi sur le langage. Jean-Pierre? Oui, je veux bien. Il y a pas longtemps, une jeune dame m'a demandé s'il était plus correct pour écrire quelque chose de beau, de dire une chose ou une autre. Je lui ai répondu ce que je pense profondément, ce que je ressens, c'est toi l'artiste. Sachant que l'artiste de la parole ou de l'écrit est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il écrit. Il n'est pas responsable de comment ça va être entendu. Il est responsable de ce qu'il émet. Donc, en tant qu'artiste et poète, je suis responsable de ce que j'écris. Et si ça me fait plaisir d'inventer un mot, je l'invente parce qu'il signifie quelque chose. Et j'explique toutefois ce dont je parle. Je explique à qui veut le comprendre. Donc, il y a une notion d'accepter d'être artiste et responsable de ce que nous disons. Nous sommes artistes de notre parole et de la façon dont nous entendons celle des autres. Merci d'avoir entendu. Merci d'avoir parlé, Jean-Pierre. Donc voilà. Donc en ce qui me concerne, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si on a encore un petit peu de temps, on va faire un petit peu de promo. C'est-à-dire que ce soir, aujourd'hui nous sommes lundi, et ce soir, donc comme tous les lundis, nous avons réunion avec les adhérents qui veulent discuter de sujets ou d'autres sur la salle 873, dont je laisse les adhérents continuer à comprendre la suite et à l'écrire sur la salle Zoom. Voilà, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on a ces échanges. Donc surtout de ne pas lâcher cette réunion sympathique et qui nous permet d'avoir des discussions, comme on dit, à bâton rompu sur un peu tous les sujets, mais ça revient souvent sur les mêmes sujets. Mais ça permet aussi d'avoir un petit peu le ressenti d'un peu tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et puis, rappeler tout simplement le nom du site, l'adresse de notre site internet, conseilnational.fr. Voilà, si je me trompe pas, mais c'est conseilnational.fr. Et puis, contact.info@conseilnational.fr. Ça, c'est notre adresse mail à laquelle toute personne qui nous entend peut écrire, en étant ou pas adhérent chez nous. Voilà. Et rappelons que, ma foi, nous sommes toujours en recherche de quelques sous. On n'est pas très gourmand en argent, hein, compte tenu de la nature de nos réalisations qui sont modestes. Quand je parle de réalisation, c'est réalisation technique. Hein. Voilà. Pour le reste, c'est un peu moins modeste, notamment sur la partie juridique, sur la partie historique, puisque nous sommes appuyés sur une énorme référence qui est cette remise en cause du sens même du mot démocratie à partir de ce qu'il a voulu dire au 5e siècle avant Jésus-Christ chez les Athéniens. Et là, il y a un gros travail qui est continué avec Iota Angelaki, qui a été signalé, qui a été évoqué tout à l'heure par Bruno, et avec laquelle nous sommes bien sûr en relation permanente. Et encore aujourd'hui, on a des éléments nouveaux qu'on aura peut-être l'occasion de vous donner. Ce sont des éléments matériels qu'on aura peut-être l'occasion de présenter sur une de ces émissions. Je dois prendre ça comment? Ça veut dire que la production est pas terrible de l'émission? Alors la production, c'est qu'on a peu de moyens. On a peu de moyens. Alors, qui est-ce qui est capable de croire que tu es vraiment à Tahiti? Pas personne. Donc, ça, évidemment. Si je vous montrais des choses derrière, ça serait pas la même chose. Vraiment. Donc, t'as beau mettre un beau palmier. Alors, je voudrais rajouter quelque chose avant de finir.
c'est que c'est très important. On a parlé des mots, on a parlé de la langue, etc. Et que quand on est vraiment un vrai démocrate doit être quelqu'un capable de s'exprimer en public. Parce que plus on a de mots pour s'exprimer, plus on connaît sa langue, plus on peut arriver à s'exprimer d'une manière positive, d'une manière calme, en évitant l'agressivité. Et donc, le but de la vraie démocratie, c'est que les citoyens soient tous responsables et capables de s'exprimer et de participer dans des commissions ou dans des cercles de parole en ayant de quoi parler. Donc, pour avoir de quoi parler, il faut déjà connaître sa langue et savoir l'utiliser et ne pas se tromper sur le sens des mots. Alors, tu as raison. Je rebondis rapidement sur la Grèce antique qui nous sert encore de modèle. Lorsque la démocratie a été mise en place, eh bien, on fleurit à Athènes en particulier toute une série d'écoles pour savoir écrire, pour savoir parler, pour savoir penser également. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est hyper important d'être informé correctement et de savoir se servir de l'outil. L'outil, c'est notre langage. Pour pouvoir avancer dans la vie plus facilement. Tu as tout à fait raison de rappeler ça. Et non, ce n'est pas fini. Jean-Pierre désire un nouveau tour de parole. Oui, parce que l'erreur est humaine. Nous pouvons faire des erreurs. La plus grande aptitude, c'est de savoir les reconnaître et de ne pas persister dans l'erreur, car persister dans l'erreur est diabolique, c'est-à-dire divise. Et puis, il y a un autre secret aussi, c'est de s'essayer à prononcer les mots qui nous sont étrangers, les mots des autres, parce que ça leur fait plaisir aussi aux autres qu'on essaye de parler leur langage, même si on n'y arrive pas. Au bout de 3 fois, généralement, on arrive à choper un peu l'accent du mot et ce qu'il, en le prononçant le plus correctement possible, nous percevons intérieurement ce qu'il signifie. Ça, c'est un des plus grands secrets. Et le premier des secrets, c'est de ralentir, d'écouter un mot abondamment, plusieurs fois, de l'écouter, de ralentir sur ce mot. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre, et je vais conclure ainsi, s'il y a hélas des comploteurs, il y a aussi hélas des complotristes. Merci à vous messieurs, dames, excellente soirée. Notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi, merci Philippe. Avec La France Libre, une émission du Conseil National de Transition Français, Cadel Historique. Merci Jean-Pierre, Philippe, Bruno, vous-même messieurs, dames, excellente soirée, et rendez-vous mercredi.